Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça s'appelle Nouvelle Donne. Merci à tous, bienvenue à tous, où que vous soyez, à l'échelle nationale comme à l'échelle mondiale. Dans cette édition des Nouvelles Donnes, comme vous pouvez déjà l'apercevoir sur votre téléviseur, mon invité de ce soir, une personnalité clé du pouvoir. Une personnalité clé dès la majorité présidentielle, lui-même cadre de l'UDPS. Il s'agit de Monsieur Isaac Jean-Claude Tshilomba. Et comme vous le savez, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il me fait l'avantage de venir avec ses analyses et ses éclairages, apporter sa contribution quant aux préoccupations que vous vous posez concernant les questions d'actualité brûlante qui marquent la marche de la République. Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilomba, bonsoir. Bonsoir, M. Simplice. Et merci d'être là. Nous allons rentrer immédiatement dans les vifs du sujet. Il y a peu, par la bouche du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, au sortir d'une audience avec le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, la grande annonce a été faite pour dire que le président de la République a pris l'engagement solennel de convoquer un dialogue inclusif. Alors, tout de suite, la première question, monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, quelle est la meilleure ou quel est le meilleur entendement de cette prise de position politique du président de la République, chef de l'État? Merci. D'abord, il faut noter que je ne suis pas dans les secrets de Dieu, n'intervenant pas ici d'ailleurs comme porte-parole du chef de l'État, non, plutôt un élu. Vous êtes un acteur clé. Un élu du peuple qui participe à la vie politique, à la vie sociale de l'État en cette simple qualité. Je suis aussi un observateur de la société et je sais que depuis longtemps, depuis un temps, le président de la République avait toujours affiché cette volonté de discuter avec ceux des filles et fils du pays qui manifesteraient la volonté de travailler dans le sens de faire avancer la cause nationale, plus précisément ce besoin d'avoir la paix dans le pays. Et il vous souviendra qu'il y a un temps, il avait initié des consultations, notamment avec les acteurs politiques d'alors. C'était lors du premier mandat et ça lui a donné l'occasion d'approcher les tendances politiques diverses pour travailler ensemble autour des objectifs communs de la nation. Et ça a toujours été le vœu du président de la République. Bien évidemment, à ce moment-là, nous sommes en face des discours multiples. On a entendu des gens, tant de la société civile, notamment la conférence épiscopale de la SENCO, les évêques, aussi les CC ou d'autres acteurs, mais aussi ceux de
des acteurs politiques qui, de temps en temps, ont sollicité du chef de l'État qu'il convoque ce dialogue. Bien évidemment, moi, à mon niveau, des observations que j'ai toujours faites à propos, parce que j'imagine que nous avons eu des élections démocratiques en 2023 qui ont porté un président à la tête de ce pays après un suffrage librement et démocratiquement exprimé, qu'il était de bonne loi que ce président gouverne à l'abri de toute forme de tracasserie. Et une chose reste vraie, les uns se sont repliés en brousse pour saboter cette volonté exprimée par notre peuple de manière souveraine. Les autres, tentant d'ignorer éperdument l'existence des institutions constitutionnellement établies, sont en train de vouloir dévoyer à leur façon le mandat qui lui a été octroyé par la population. À ce niveau-là, moi, je pense que l'idée n'est pas malvenue que d'envisager la possibilité d'appeler les gens autour de ces échanges. C'est depuis une année que la CENCO et l'ECC avaient déjà amorcé leurs consultations à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Des initiatives privées, des acteurs de la société civile qui ne sont nullement pas opposables aux prérogatives constitutionnelles du chef de l'État qui, au regard de la Constitution, est le seul à même d'arbitrer les conflits des institutions et d'en être le garant en ce qui concerne leur bon fonctionnement. Donc, bien que je n'exclus pas que ça soit une possibilité qu'un Congolais de tous bords attire l'attention de nous qui gouvernons sur tel ou tel autre aspect de la vie politique de la nation, mais j'exclus l'idée de penser que lorsqu'il y a eu une élection, des groupuscules d'individus, quelle que soit l'importance qu'elles peuvent se donner, se doivent de s'arroger le pouvoir de penser qu'elles doivent dicter la marche de la nation. Donc à ce moment, ce qui est clair, c'est que des propositions ont été faites et le président de la République lui-même a dû approcher, y compris de personnes étrangères, le pays agresseur, celui qui nous fait la guerre, à l'occasion du processus dit de Luanda, pour montrer et faire preuve de sa volonté déterminée de pouvoir aborder les questions qui touchent à la vie de la nation par la voie diplomatique et la voie du dialogue. Donc, ce qui paraît dans le propos du cardinal de Kinshasa, de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo, n'est pas un vœu qui soit venu d'une imposition quelconque, mais plutôt une volonté que le chef de l'État avait toujours exprimée, que les problèmes de la République se résolvent par voie pacifique. Voilà. Alors que la CENCO et l'ECC, depuis une année, on va le dire, beaucoup d'eau avait déjà coulé sous le pont. Je vous ai dit que c'est une initiative privée. Comme vous pouvez aussi... Et au jour d'aujourd'hui, le président de la République, par la bouche du cardinal Ambongo, annonce la convocation du dialogue inclusif. D'abord, je dis que vous pouvez aussi, vous comme journaliste, initier une telle activité, aller vers vos pairs, leur demander de proposer ceci ou cela au chef de l'État. C'est un pouvoir constitutionnel du reste que vous pouvez exprimer même par pétition individuelle ou collective. Ça, ce n'est pas interdit. Donc, il reste que la décision d'envisager telle ou telle autre option reste de la seule compétence du chef de l'État parce qu'il la tient de la Constitution, plus précisément de l'article 69 qui en fait l'arbitre. Alors, ici, le problème, c'est que lorsque vous dites inclusif, je crois que le chef de l'État a assorti
c'est son approche de conditionnalité qui sont un peu plus claires. Lorsque il n'a fait que dire et redit, vous vous souvenez, à l'occasion de l'échange de vœux avec les ambassadeurs, il avait exactement dit qu'il souhaitait discuter avec tous ceux des enfants du Congo le voudraient, mais bien évidemment ceux qui ont respecté le caractère républicain de l'État et qui n'ont pas trempé dans le sang, qui ne sont pas allés pactiser avec un agresseur étranger, un État étranger pour venir piller le pays, violer et tuer les fils du pays. Donc ça a toujours été son vœu. Ça signifie que ceux qui répondraient à ce critérium impersonnel du reste, les seuls qui vont devoir être admis à participer à cette éventualité du dialogue. Monsieur le Premier vice-président, à vous entendre parler, quoique inclusif, est-ce que ce dialogue restera vraiment inclusif assorti des conditionnalités? Mais parce que ouvert, parce que le chef de l'État n'a pas entendu exclure qui que ce soit pour autant qui s'inscrive dans ces conditionnalités objectives par lui tracées, entre autres le fait qu'on n'aura pas pris les armes pour aller brûler vif, aller tuer. Vous avez suivi récemment la question que connaît Nanga, le chef de la rébellion pour Rwandais de M23 pose. Il dit, Tshisekedi il veut qu'on tue encore combien de Congolais pour qu'il accepte le dialogue. Il veut que nous tuions encore combien de Congolais. Donc, reconnaissant qu'il en a déjà tué autant, il pose la question, combien nous devons encore tuer pour qu'il accepte le dialogue. Donc, c'est pour vous dire que les limitations prescrites quant à cette invitation ou à l'acceptabilité autour de ce genre d'échange, ça devait être observé parce que il en va aussi du respect de notre identité comme peuple, de nos mœurs, de ce que nous savons, de la valeur, de ce que représente l'être humain. Donc là, de ce point de vue-là, inclusivité signifie que tout celui qui voudrait ainsi s'inviter autour de ces échanges serait appelé à s'inscrire dans la ligne des critériums fixés pour mériter d'approcher les autres Congolais. Quel est ce critérium? On vous a dit qu'il faut que des personnes qui viennent discuter aient des mains propres, que ce soit des personnes qui n'ont pas trempé dans le pillage des ressources, dans la commission des crimes divers qu'on voit dans l'Est du pays. Monsieur Isaac Jean-Claude Tshilomba, qui seront là et qui ne seront pas là, qui doivent être là et qui ne doivent pas être là? Mais vous dites que c'est inclusif. Vous dites que c'est inclusif. On vous a dit que voici les conditions qui excluent quelqu'un de la participation à ces échanges-là. Donc, être criminel, avoir été ou être dans la complicité avec le pays agresseur qui fait la guerre au Congo, ça, ce n'est pas admissible. Alors, tout autre Congolais qui, par son comportement, n'aura pas enfreint les principes républicains que nous sommes définis, est bienvenu. Donc, il y aura des Congolaises et des Congolais qui seront exclus de ces dialogues. Je crois que c'est... De par les actes qui seront posés, je crois ça que et là, vous reposez, à un moment ou à un moment donné. vous reposez la même question pour la 5e fois. Puis je parle pas malheureusement chinois. Je vais répéter en français que le dialogue annoncé par... La question semble poser... le dialogue... faire polémique. Le dialogue annoncé par le président de la République et qui se déroulera aux conditions par lui prescrites, n'est-ce pas? Parce que tant le seul constitutionnellement habilité à les poser,
et ne se fera pas avec deux personnes qui se sont illustrées par la commission des crimes odieux, ces crimes qui troublent la conscience collective de l'humanité, et plus précisément ces personnes qui ont emprunté les services du Rwanda pour agresser notre pays. Voilà. Monsieur le Premier vice-président, notre pays traverse une crise multiforme. D'agression d'abord, il faut avoir le courage d'appeler. En fait, ici, c'est tout ce que nous sommes en train de reprocher, pas seulement à vous, et à tous ceux de vos collègues, n'ont pas le courage d'appeler le chat par son nom. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a déjà révélé, c'est lui l'organe international habilité à constater un acte d'agression, une menace à la paix ou une rupture à la paix, au terme du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il a déjà dénommé cette crise comme une guerre d'agression du Rwanda contre la RDC. Et donc, aujourd'hui, vous n'avez plus à spéculer sur la qualification de cette crise. Vous, les journalistes, vous devez désormais appeler cette guerre-là par son nom, la guerre d'agression du Rwanda contre la RDC. Il ne faut pas trouver des mots cousus. Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, à vous entendre parler, ça sera l'unique point à l'ordre du jour dans ces dialogues inclusifs à venir. Mais celui qui dit qu'il y a crise va nous dire, c'est là que j'évoque cette réalité que les gens qui pensent qu'il y a une crise la définissent, et la définir, c'est par rapport au cahier des charges. Moi, j'imagine par exemple que le président de la République lui-même a des questions à poser autour de ce genre de change, notamment la question de savoir ce que devient ces deux mandats lui confiés par le peuple, dont il devrait rendre compte parce que ces mandats ont été sabotés. Qu'est-ce que ces deux mandats deviennent? Il a aussi des préoccupations qu'il devra soulever parce qu'il faut en parler. Et donc, il faudra voir dans quelle mesure, d'abord, de personnes comme celles qui vous ont dit qu'il n'y a pas de solution autre que le dialogue, qui du reste n'est pas constitutionnel, en son sens institutionnel qu'ils veulent lui conférer, et puissent se présenter avec leur cahier de charges et qu'on sache concrètement quel est le problème que des individus sans aucune légitimité, parce qu'ils n'ayant pas été élus par notre peuple, qui est le seul à avoir le droit de se faire représenter, et pose après que le peuple se soit exprimé par élection démocratique. Donc pour vous, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, selon vos propres dires, il y aura une double question à l'ordre du jour, à savoir la crise sécuritaire, mais aussi l'occasion pour le chef de l'État, président de la République, de faire le bilan de ces deux mandats à la tête du pays. Le président, il n'a pas été élu par des individus du fait qu'ils ont créé des partis politiques ou des églises. Le président, il est représentant du seul peuple et c'est à lui et devant lui seulement qu'il doit rendre compte. Vous avez vu que même la Constitution, lorsque elle lui demande de s'adresser à la nation, elle ne demande pas qu'il s'adresse à la nation par personne interposée. Elle lui demande de s'adresser à la nation par un discours public à la nation. Ça signifie que l'idée, en fait, c'est de dire que l'occasion comme celle-là n'est pas un cadre significatif ou le lieu pour que le président rende compte à qui que ce soit. Il n'a de compte à rendre qu'au seul peuple souverain. Voilà, point et trait. Et donc, il ne s'agira pas, et il ne devra jamais s'agir pour le président d'aller rendre compte à qui que ce soit. Il n'a pas été mandaté par des individus qui, par
leur volonté tordue font des bruits en dehors du mandat du peuple. Oui, d'après vous, de quoi il s'agira exactement dans ces dialogues inclusifs intercongolais? Mais cette question, vous la poseriez mieux à la SENCO, qui, par exemple, a consacré tout le ministère de l'Église à cette question, parce que je sais que ça fait ces 3 ans, ces 4 ans, c'est l'unique prédication que moi, comme catholique, j'entends de la bouche de nos pasteurs, les évêques. Je n'ai pas entendu autre chose, ni le salut, ni les questions spirituelles, ni des questions en fait, de tout ce qui concerne la mission, l'évangile. Je n'ai entendu que ça comme discours de la bouche des évêques. Et donc, à eux, vous pourrez poser cette question parce qu'ils doivent être premiers à savoir pourquoi est-ce qu'on devrait sortir des institutions pour aller discuter des questions de la République dans un cadre qui est voulu informel, régenté par eux, alors qu'ils n'ont pas été élus. Le peuple n'a pas élu les évêques, il a élu les députés que nous sommes pour le représenter. Donc ça, c'est une question à laquelle elle pourrait bien répondre. Mais moi, ce que je sais, c'est que l'unique possibilité constitutionnelle qui s'offre pour que ce genre de discussion ait lieu, c'est celle de les voir se tenir sous les auspices du seul chef de l'État qui, conformément à l'article 69 de notre Constitution, est l'arbitre. Voilà l'option qui est la seule qui puisse s'ouvrir en ce sens-là. Et j'imagine que c'est ça que d'ailleurs lui-même le cardinal a annoncé lorsque il vous dit que les conditions et les modalités de tenue de telles discussions se feront suivant les modalités qu'en définira seul le chef de l'État. Et donc, lui seul, le président de la République, devrait établir l'ordre du jour. Mais c'est lui l'arbitre, il n'y en a pas deux. Lorsque vous lisez dans notre Constitution, il est le seul à avoir été consacré en cette qualité-là. Il n'y en a pas deux. C'est un pouvoir qui n'est dévolu ni au Parlement, ni à une quelconque autre institution. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est lui l'arbitre et c'est lui qui assure la continuité de l'État. Et donc, pour vous, c'est le président de la République qui devrait définir l'ordre du jour, se limitant à la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays, victime de l'agression rwandaise. J'insiste qu'il y a en amont les cahiers de charges parce que ceux qui ont pensé que tenir le dialogue était l'unique solution. J'ai même entendu un pasteur qui a dit au micro de Christian Lusakwen, je crois, sur Top Congo, écoutez, ce qui président en demi-dialogue, t'es guerre aussi la thé. Donc on sous-entend qu'il connaît les tenants, les aboutissants de cette guerre et que lui est convaincu que le dialogue qu'il propose sera la solution et l'unique, il a même qualifié ça de la voie royale, de l'unique solution à la guerre qui s'est vue dans l'Est. Donc nous supposons à ce moment qu'il en a le secret ou à tout le moins l'information et nous aurons l'occasion de l'entendre pour qu'il nous dise c'est quoi ce rapport entre la guerre de personnes qui ont utilisé un État voisin pour agresser le Congo a des liens avec une quelconque stratégie du dialogue. Ce que vous devez savoir, c'est aussi ça que si souvent le Rwanda, depuis qu'il a commencé cette guerre en 1996, il a utilisé ce genre d'approche et de structures diverses qui sont ici pour trouver l'occasion par ces dialogues. Le peuple va suivre ça,
qui est en fait destiné tout simplement au partage du gâteau. Donc, ceux qui ont perdu les élections, ils trouvent par cette astuce l'occasion de revenir en contournant la souveraineté du peuple pour occuper des fonctions de l'État, en même temps qu'ils vont aider le Rwanda, comme d'habitude, à déverser l'exitoire de sa population et les militaires rwandais dans notre armée pour la piéger de l'intérieur afin que ce cycle récurrent d'infiltration continue. C'est toutes ces choses-là que nous notons qu'elles ne se feront plus. Donc, de cette façon-là, que le canal utilisé s'appelle Senko, qui s'appelle SCC, qui s'appelle C64 ou quoi que ce soit, et il ne sera plus jamais question de venir accepter ce genre de complot contre la nation. C'est là que j'insiste sur le cahier des charges. Nous allons écouter, entre autres, le pasteur qui a rassuré que sans ce dialogue, Bitumbe Kosila jamais, pour qu'il nous dise le lien qu'il en sait. Tout ça, c'est des questions de fond. Mais pour le moment, moi, je reste dans l'idée que le chef de l'État, seul arbitre désigné par la Constitution, est le seul qui va définir les modalités d'usage par lesquelles il pourra passer pour rendre effectif une telle idée. Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, donc, pour vous, le seul fait de régler la crise sécuritaire permettrait de résorber l'ensemble de la crise congolaise. Mais vous pensez que les institutions sont faites pour quoi? Le rôle des institutions, c'est exactement celui-là. Le Parlement a été fait pour ça. Les cours et tribunaux ont été érigés pour cela. Le chef de l'État lui-même, avec des compétences, comme je les ai déclinées ici, sont faits pour cela. Donc, tous les États du monde ont des crises, à des degrés bien évidemment divers. Donc, ici chez nous, nous avons les nôtres. Entre autres, la crise d'agression rwandaise qui est presque devenue endémique parce qu'elle va totaliser 30 ans. Et nous avons à l'interne des crises qui peuvent être sociales, des crises qui peuvent être politiques, des crises qui peuvent être économiques. Et les institutions ont été faites pour cela, pour résorber le dialogue à venir ne sera pas l'occasion pour pouvoir se pencher si vous me dites, sur les autres crises dont vous parlez. Si vous me dites que le dialogue se transformerait en institution de la République pour s'occuper des salaires de travailleurs, pour s'occuper des routes qu'il faut construire, pour s'occuper de l'électricité, pour s'occuper de tout ça, un peu comme il y a un temps on a parlé d'une conférence nationale souveraine. Bien sûr, je vais vous comprendre, mais ce que je sais, c'est que ici, nous avons des institutions élues, des institutions républicaines qui sont le seul cadre de gestion de crise au sein d'un État. Et ces crises qui sont en fait une réalité permanente, je ne vois pas comment on les résout ailleurs au travers des dialogues, au travers des institutions. Alors qu'on entend de la bouche de ceux qui sont en face de vous, notamment l'opposition armée, que les dialogues devraient se pencher sur ce qu'eux considèrent comme les causes profondes. Il n'y a pas d'opposition non armée ici. Les causes profondes de la crise, c'est une expression bien chère à Paul Kagame et que aujourd'hui elle a été reprise par Kabila qui vous a dit que le M23 se bat pour des causes légitimes et pourtant lorsque vous entendez les causes légitimes résumées en cette expression
fallacieuses de causes profondes, selon le M23. C'est des causes, c'est des faits, c'est des choses qui ont existé depuis que Kabila, lui, a été porté au pouvoir par le Rwanda en 1996 avec son équipe. Et comment lui-même, qui a entretenu pendant 18 ans ces mêmes causes profondes, s'il en connaissait le contenu, pense que c'est aujourd'hui qu'il peut venir les résoudre lorsqu'il les qualifie maintenant du combat légitime du M23. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque vous parlez de l'opposition, en fait, c'est quoi? C'est un consortium. Il y a un PCA qui s'appelle Kabila, qui a créé le M23, qui a créé Sauvons le Congo. Et très récemment, vous avez entendu l'un des membres de la C64 vous dire que la C64 a été créée par Madame Bijou Goya, que vous connaissez bien, qui est une proche de Joseph Kabila, donc qui a sous-traité et qui est allé voir les uns et les autres, qui a mis des moyens en jeu pour la créer. Donc c'est une fois de plus une branche du M23, donc il n'y a pas d'opposition non armée pour la qualifier ainsi. Ce qu'il faut maintenant voir, c'est ce que notre peuple attend de tout cela. Est-ce que le Congo accepte, est-ce que les Congolais acceptent de rester à genoux à partir du moment qu'ils ont su, ils ont découvert que Kabila était un préfet désigné par le Rwanda pour servir ses intérêts ici pendant 18 ans? Est-ce qu'ils vont accepter de se relever? Parce que les choses sont désormais assez claires. Le M23, Kagame lui-même a dit que lui, le M23, c'est pas pour lui, le M23, c'est pour Kabila. Il l'a dit publiquement. Vous êtes un journaliste, vous avez suivi. Et lorsque Kagame vous dit le M23, c'est pour Kabila, c'est pas pour moi. Mais seulement, si vous voulez détruire le M23, c'est que vous voulez détruire le Rwanda. Bon, il faut un tableau pour vous expliquer cela, ou bien il faut, comme je disais, l'expliquer en chinois. C'est clair que le M23, c'est pour Kabila, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul Kagame qui le dit. Et parce que le M23, c'est pour Kabila, le Conseil de sécurité l'a constaté, les États-Unis notamment qui ont défini des sanctions contre l'auteur de la guerre dans l'Est, qu'ils ont désigné par la personne de Kabila, l'ont découvert. Et Kagame lui-même a dit le M23, c'est pour Kabila. Et moi, Kagame, lorsque vous voulez détruire le M23, vous voulez détruire le Rwanda, je n'accepterai pas parce que cette fois-là, c'est mon problème. Voilà. Est-ce que maintenant, comme j'ai demandé, il faut un tableau ou bien il y a quelque chose que vous ne comprenez pas? Ça, c'est un syllogisme élémentaire. Alors, parce que c'est Kabila au centre de la sous-traitance, voilà, n'est-ce pas? Et que si les Congolais trouvent que le discours pro-Kabila porté par la SENCO aujourd'hui est le meilleur pour accompagner notre pays, c'est-à-dire à rester à genoux, c'est un fait. Mais moi, je sais que cette population a compris. Je circule dans cette ville de Kinshasa. Je sais que la population congolaise a tout entendu. Elle connaît le combat que le président Tshisekedi mène aujourd'hui. Ce n'est pas un combat de gestion ordinaire du pays. C'est un combat d'indépendance de notre pays qui a été replongé dans une colonisation à partir de 1996 par la compagnie à Joseph Kabila. Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, est-ce que, selon vous, si les causes profondes ne sont pas examinées lors de ces dialogues inclusifs, est-ce que vous pouvez m'en citer une? Parce que moi, je ne sais probablement pas de quoi se constituent les causes dites profondes. Est-ce que vous pouvez m'en citer une? Les causes profondes. Vous pouvez m'en citer une? Oui, monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, vous-même, vous venez les citer. Hein? On parle de malgouvernance, on parle aussi de la vie sociale des Congolais. Ne me dites pas, sincèrement, que lorsque vous parlez, ne me dites pas que lorsqu'on parle de causes profondes, ne me dites pas ça. Parce que
Si vous me dites que les causes profondes qu'évoque Kabila et son patron, le Paul Kagame, signifient le social des Congolais, mais nous avons vécu 18 ans ici sous Kabila, ce social on ne l'a pas vu, il aurait résolu ces problèmes-là. Si ces causes profondes signifient la malgouvernance et que la solution pour parer à la malgouvernance s'appellerait agression ou aller prendre des armes du Rwanda pour faire autant de morts que vous voyez dans l'est du pays aujourd'hui, mais ça paraît très bien ahurissant parce que Kabila a été ici pendant 18 ans. Vous êtes à Kinshasa ici, vous êtes journaliste. Pendant 18 ans, l'unique réalisation faite à Kinshasa ici par Kabila s'appelle immeuble intelligent. Pendant 18 ans. Donc, Kabila a travaillé dans ce pays pendant 18 ans pour construire ce petit bâtiment de 6 ou de 7 niveaux. Alors, comment il n'avait pas vu qu'il y avait ces causes profondes-là? Il y avait une ville délabrée ici, sans route, sans électricité, sans eau. C'est qu'aujourd'hui... Vous prenez à témoin les Congolais de l'ensemble du pays? Bien sûr que oui, ils voient ça. Ils voient ça. Vous êtes peut-être, vous êtes habitué de hauts lieux, de la RTNC, de la ville. Nous qui visitons la ville de Kinshasa, nous qui allons à Makala, nous qui allons à Bumbu, moi je suis un avocat, je vais au tribunal de grande instance en Djili, je vais à Matete, j'ai vu un pays qui se transforme extraordinairement. Tout marche comme sur des roulettes. Il n'y a aucun pays au monde où tout marche comme sur les roulettes. Parce que vous allez à Washington pendant l'hiver, vous trouvez des routes bloquées par des glaces et que le gouvernement le plus puissant du monde n'arrive parfois pas à évacuer d'un jour à l'autre. Ce n'est pas pour vous dire que lorsqu'on dit que des choses importantes sont faites, les choses que lui, Kabila, n'a pas osé faire, alors qu'il est soupçonné d'avoir à lui seul une fortune évaluée à 50 à 60 milliards de dollars, l'équivalent de toutes les richesses de l'Afrique centrale. Selon quelle source? J'ai dit qu'il est soupçonné. Vous avez suivi plusieurs médias, vous avez suivi Panama Papers, vous avez suivi, c'est vous les journalistes et les enquêteurs. Alors, maintenant, lui n'a pas fait ça. Il a préféré se faire plein les poches. Pendant que celui qui est là, lui, il le fait pour la population. Il construit des ponts, il construit des routes. Dans cette ville, les usines d'eau ont été construites, des quartiers entiers ouverts, des bâtiments publics réalisés et beaucoup de choses. Les chiffres sont éloquents là-dessus. Ce n'est pas moi qui vous apprendrai que de 3000 routes que le président Tshisekedi a trouvé dans le pays, il a implosé les chiffres à 9000. Ce n'est pas moi de vous dire que le président Tshisekedi a trouvé 7% d'accès à l'électricité et qu'il a amené ces chiffres à près de 30%. Ce n'est pas moi de vous dire que seulement 90 000 enseignants étaient payés et qu'aujourd'hui ils sont 700 000 à être payés. Ce n'est pas moi de vous rappeler qu'à la RTNC, ce que vous touchez comme salaire, ce n'est pas ce que vous touchez aujourd'hui. Donc, tous ces faits sont des faits vérifiables. Moi-même, je suis enseignant, je suis fonctionnaire de l'État et ma vie a changé positivement par rapport à cette implication radicale d'un président qui est venu pour servir. Et donc, tout cela, si c'est ce que vous appelez les causes profondes, et que Paul Kagame viendra s'installer à Ngaliema pour résoudre ces problèmes que vous appelez les causes profondes, le social, la malgouvernance et tout ça, c'est une bonne chose pour vous, mais moi j'estime que nous n'avons plus, nous, l'âge de nous faire diriger par une préfecture ou par un colon de type hitlérien aujourd'hui au XXe siècle. Oui, d'après les informations qui circulent, vous, notamment sur les réseaux sociaux, vous les confirmez ou vous les infirmez que le dialogue inter-congolais à venir partirait, d'après les contacts entre Kinshasa et Luanda, de ce qu'on considère comme les pactes de Luanda. Moi, je ne veux pas que vous, qui m'avez tout à l'heure là demandé
si j'ai des sources, si j'ai des preuves, que vous puissiez vous aussi succomber dans la supputation. Il faut rester maintenant objectif. Vous n'êtes pas au courant pour me dire ce que vous savez de réel. Moi, ce que je sais. Moi, ce que je sais. De l'État congolais. Moi, ce que je sais, c'est de vous dire que j'ai entendu comme vous le cardinal Ambongo. Il a dit que les modalités pratiques seront déterminées par le chef de l'État. Alors, pour autant que je n'ai pas encore appris de lui, le garant du bon fonctionnement des institutions et l'arbitre, que les procédures à suivre seront celles-là ou celles-ci, je ne peux pas me hasarder à m'embarquer sur cette voie-là. Donc, ce n'est pas de moi que vous allez vouloir obtenir que je dise des choses qui relèvent des spéculations. Moi, je suis enseignant, je tiens beaucoup à cette rigueur d'appréciation des faits. Alors, mais le plus important ici, je crois que nous en avons parlé, c'est de vous dire que refonder l'État, parce que de plus en plus, nous entendons cette expression, et surtout de ceux qui prétendent protéger la Constitution. Refonder l'État signifie refonder ses institutions, et refonder les institutions d'un État ne peut passer que par l'instrument central qui est la Constitution de l'État. Et donc, si le débat est celui-là, et moi je suis d'ailleurs de cette approche, je pense qu'il relève de la seule souveraineté du peuple d'en décider, pas de nous, des simples mandataires de celui-ci, pour penser que nous avons à défaire ce que lui, le peuple, a fait et qu'il est le seul à défaire. Oui, mais monsieur le premier vice-président, nous sommes à la télé et les temps nous est compté. Les Congolais aimeraient encore avoir certains éclairages par rapport à des questions qui les préoccupent, s'agissant notamment des prises de position de l'opposition non armée à Kinshasa. Pourquoi vous appelez l'opposition non armée? C'est comme pour me dire qu'il y a aussi dans notre constitution une opposition appelée l'opposition armée, c'est ça? Oui, mais ceux qui sont... Non, je veux savoir. Il faut dire les agresseurs, attention, ceux qui ont pris les armes contre le pays sont agresseurs, ne sont pas opposants. L'opposition, c'est un concept juridique défini par notre constitution. Et vous dites l'opposition non armée, c'est comme si vous connaissiez dans notre constitution une ligne consacrée à une opposition armée. Et ils disent que... Non, pourquoi vous dites qu'ils disent? Je vous ai dit ce que vous devez dire, parce que ce n'est plus une quête de compréhension, de définition, parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a déjà défini ce comportement comme une agression armée contre un État souverain. Et pourquoi est-ce que vous vous comportez comme si vous étiez en quête de la définition alors qu'elle est déjà donnée? Donc, moi je veux que vous parlez très bien français, je sais, vous soyez précis dans vos propos et que vous puissiez dire l'opposition. Oui, c'est ce que j'ai dit. Point et trait. Lorsque vous dites l'opposition non armée, vous déformez nos enfants qui vous suivent et qui risquent de croire que dans notre constitution, il y a une autre opposition qu'on appelle opposition armée. Bon, qu'à son Étienne, ceux qui sont à Kinshasa, la branche du M23 qui est à Kinshasa, oui. Bon. Mais ce n'est pas moi, je vous ai dit que c'est lui qui a dit que la C64 est une initiative de Madame Bijou Goya, une proche de Kabila. C'est pas moi, c'est un membre important de la C64. Bon, okay. Maintenant, pourquoi vous voulez que moi je dise ce qui vient de moi alors que lui qui est dedans, il vous a dit ce qui se passe? Il vous a dit que l'initiative C64 est une initiative de Madame Bijou Goya, qui est une proche de Kabila. C'est donc l'une des tentacules du M23.
Alors, que pensez-vous de leur démarche, la première démarche, et dans la suite, l'opposition non armée lance un ultimatum jusqu'au 15 août si le président de la République ne prenait pas une ordonnance pour convoquer le dialogue intercongolais inclusif. S'il ne signe pas l'ordonnance convoquant le dialogue. Voilà. Mais c'est tout cela ça relève de la contrarotativité naturelle de ces personnes qui pensent qu'ils sont en train de parler aux hommes moutons, comme Sesanga dit. Non, la population congolaise n'est pas la population française ici, c'est une population mouton. Donc c'est ça en fait, l'idée de penser que les gens sont moutons ici. Parce que les mêmes qui vous disent que la C64 est créée pour faire respecter l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire empêcher que la constitution ne soit violée, que la constitution ne soit changée. Aujourd'hui, vous disent qu'ils ont donné l'ultimatum au président pour qu'il signe une ordonnance convoquant le dialogue. L'ordonnance qui se référerait à quel article de la Constitution? Et après, la C64, ne plus créée pour protéger l'ordre constitutionnel, c'est désormais pour obtenir le dialogue. C'est ça en fait la contradiction. Et pour obtenir le dialogue où nous irons faire quoi? Leur demande est claire, c'est le partage du pouvoir. Et c'est maintenant que notre population est en train de comprendre à quoi il a affaire. Est-ce qu'aux hommes sérieux qui pensent à son être profond ou qui pensent à leur bonheur permanent? Et vous verrez que de ces gens-là, il y en a qui ont été en rébellion, qui ont le sang des Congolais. Hier, je suivais les témoignages des années Sesanga dans le RCD Goma. C'est effroyable. J'étais à la manifestation du Génocoste. C'est effroyable. Il est de ces personnes qui ne devraient plus jamais se permettre d'ouvrir leur bouche dans ce pays ici parce qu'elles sont sales. Alors, maintenant, si la démarche C64 n'est plus la constitution mais plutôt le dialogue, il faut que ça se clarifie. En même temps, qu'ils vous disent, vous avez suivi les uns vous dire, écoutez, nous voulons le dialogue, mais pas sous les auspices de Tshisekedi. Mais vous voulez le dialogue, pas sous les auspices de Tshisekedi. Et vous demandez à Tshisekedi de signer l'ordonnance pour convoquer le dialogue. Vous comprenez que des gens, on a à se demander quelles études ont-ils faites pour réfléchir avec autant de bassesse. En tous les cas, monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, leur première démarche consistait à travers les marches qu'ils ont organisées à Kinshasa de revendiquer le retrait de la loi référendaire, mais aussi concernant le changement de la Constitution. Ils étaient combien? Vous êtes journaliste, vous les avez vus combien? Dans une ville de 22 millions d'habitants, vous vous regroupez à 70, 80 personnes avec deux personnes à qui vous avez distribué 5 000, 10 000 francs de vos acquaintances. Et puis vous dites les marches que nous avons, nous les attendons. Moi, j'étais clair. Ils en ont programmé une pour les 12 ou après les 22. Nous les attendions dans la rue. Notre population que vous côtoyez n'est pas disposée à se voir dérangée par des personnes. En tous les cas, leur première démarche consistait à demander le retrait de la loi référendaire. Parce qu'ils sont qui? Dites-moi parce qu'ils sont qui? Vous me laissez aller au bout de ma phrase. L'opposition non armée, alors que la loi référendaire venait d'être déclarée conforme
à la Constitution. Et ils demandaient le retrait de la loi portant organisation du référendum parce qu'ils sont qui? Et ils sont quelle institution? Pour que eux viennent demander au Parlement de la République, élu par le peuple, qui se conforme aux prescrits constitutionnels qui lui demandent d'adopter la loi portant modalité d'organisation du référendum, et qui le fait assez bien, et ils viennent demander le retrait de la loi parce qu'ils sont qui? Parce qu'ils sont qui? Ils ont été aux élections, ils n'ont pas été capables de ramasser 1000 voix, et puis ils viennent demander au Parlement de la République de retirer, parce qu'ils sont qui? Donc, la loi portant modalité d'organisation de la Constitution, on ne le dira pas assez, ou on ne le redira pas assez, est une loi nettement conforme à la Constitution, parce que elle est prévue par la Constitution, j'insiste, à son article 5. Et cette Constitution a prévu qu'une loi soit adoptée, laquelle portera modalité d'organisation des élections, et qu'une autre loi soit adoptée, celle qui portera modalité d'organisation du référendum. Je vais vous parler de la suite. Oui. Et il y a de ces gens maladroits, mais aussi malins, qui viennent tenter de dire à notre peuple qu'une loi portant modalité d'organisation du référendum signifie une loi de changement de la Constitution. Mais la loi, lorsqu'elle existe, parce qu'elle est prévue par la Constitution... Les deux ne sont pas liés? Pas forcément. Le référendum dans la Constitution n'est pas que celui de changement de la Constitution. Il y a le référendum de changement ou de déplacement de la capitale. Et si vous voulez l'organiser aujourd'hui, vous vous fondez sur quoi? Non, parlez sérieusement, monsieur. Je vous donne un exemple, je suis clair. La loi référendaire va-t-elle entraîner le changement de la Constitution? J'ai dit, écoutez-moi bien. Ou pas? Écoutez-moi bien, ce n'est pas ça le principe d'une loi portant modalité d'organisation du référendum. Parce que c'est une loi qui doit exister dans un État. Pourquoi elle doit exister? Parce que, la Constitution a prévu qu'elle existe. Et c'est dit clairement en son article 5. Pourquoi elle doit exister? Parce que les matières susceptibles de faire appel à ce mode d'action de la souveraineté ou d'expression de la souveraineté du peuple existent. La loi référendaire doit-elle exister par rapport à quel texte constitutionnel? Je réponds à la première question. Je vous en prie. Quelle est sa raison d'être? Sa raison d'être, c'est que la Constitution a voulu qu'elle soit. Maintenant, vous êtes qui pour refuser ce que la Constitution a voulu mettre en place? La Constitution a voulu qu'on ait une loi portant modalité d'organisation du référendum. Et c'est dit noir sur blanc à son article 5. Maintenant, lorsque vous me posez la question, quelle est sa raison d'être? Posez la question à la Constitution, pourquoi elle a prévu cette loi-là. Et nous, le Parlement de la République, nous avons constaté qu'à l'instar d'autres lois, celle portant modalité d'organisation du référendum doit exister parce qu'elle est prévue par la Constitution. Alors, quelle est sa raison d'être? C'est pour jouer le rôle pour lequel la Constitution l'a prévu. Ça signifie que dans l'hypothèse... Oui. Et elle va exister. Bien sûr, écoutez-moi bien. Par rapport à cette même Constitution. Bien sûr, écoutez-moi bien. Cette Constitution est claire. La souveraineté nationale appartient au peuple. Est-ce qu'on se comprend bien? Qu'il l'exerce comment? Par voie du référendum. Alors, pour autant que vous n'avez pas la loi portant modalité d'organisation du référendum, c'est quoi le message? Vous avez voulu, en quelque sorte, vous tenter depuis et jusqu'ici de confisquer le pouvoir du peuple, la souveraineté qui lui revient. Parce que la Constitution a posé le principe que la souveraineté nationale appartient au peuple et que le peuple l'exerce par voie du référendum. Comment? Une loi devra être adoptée pour permettre au peuple d'exercer sa souveraineté par voie de référendum. Bon, maintenant, j'insiste... Il nous reste très peu de temps. Hein. La Cour constitutionnelle l'a déclaré conforme à la Constitution. Quelle va être la suite? Quelle va être la conséquence? Mais lorsque une loi est déclarée conforme à la Constitution, encore que la procédure, ce contrôle constitutionnel, n'est-ce pas, ce contrôle de constitutionnalité de cette loi n'est pas obligatoire.
le chef de l'État, qui en a le pouvoir au terme de la même constitution, a estimé que, compte tenu de débats que la loi a soulevés, et que lui n'est pas l'institution habilitée à interpréter la Constitution pour savoir si la loi est réellement conforme ou pas à la Constitution, il l'a déféré devant la Cour. Pour que la Cour, l'unique organe que notre peuple a institué pour vérifier la conformité des lois adoptées par le Parlement à la Constitution, la Cour s'est saisie. C'est elle que le peuple a institué pour le vérifier. Et la Cour a constaté que la loi adoptée par le Parlement de la République, non seulement qu'elle est prévue par la Constitution, mais qu'elle est conforme à la Constitution. Maintenant, vous et moi, vous êtes qui? Elle va entraîner quoi comme conséquence? Et la loi électorale a entraîné quoi comme conséquence? C'est qu'aujourd'hui, pendant que nous parlons là, les changements de la Constitution. Attendez, aujourd'hui, pendant que nous parlons là, il y a des provinces qui ont perdu des gouverneurs. Attendez-moi. Aujourd'hui, pendant que nous parlons là, il y a des provinces. Attendez-moi. Suivez bien. Les changements de la Constitution. La loi va entraîner la conséquence et l'unique conséquence prévue par la Constitution. Pas des choses. C'est l'exercice par le peuple de sa souveraineté. Point trait. Parce que la Constitution n'a pas dit autre chose. La Constitution a dit que cette loi sera adoptée pour permettre au peuple d'exercer la souveraineté, la pleine souveraineté. C'est l'unique conséquence. Vous voulez... Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée, quelle doit être la question? Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'on se comprend bien? Lorsqu'on soumettra la loi référendaire à l'approbation ou non du peuple, hein, le peuple devrait répondre à quelle question? Ne cloisonnez pas le peuple dans une matière déterminée. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le peuple, la Constitution, elle est claire, il est souverain. Et la souveraineté, dans ses qualificatifs et dans tous ses sens d'existence, depuis Jean Baudin, dans ses 6 livres de la République en 1576, la souveraineté, c'est la plénitude. La souveraineté, c'est la globalité. La souveraineté, c'est le pouvoir inconditionné. C'est le pouvoir illimité. Écoutez-moi bien. Oui, c'est le pouvoir illimité. Le pouvoir de faire et de défaire. C'est ça la souveraineté. Et donc, vous n'allez pas poser... la conséquence? J'ai dit bien la conséquence, c'est l'expression par le peuple de sa pleine souveraineté. Ça sera pour répondre par oui ou non au changement de la Constitution? Mais la souveraineté du peuple ne s'exprime pas que dans le changement de la Constitution, tout comme elle peut l'être. Donc, c'est l'expression pleine du peuple, son droit à disposer de lui-même. Et donc, il y a une double possibilité. Mais j'ai dit, il n'y a pas que ça. La souveraineté du peuple, elle peut s'exprimer dans plusieurs autres matières, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons l'évolution. Nous avons ce qu'on appelle, parce que la Constitution a parlé, bien évidemment, des droits de l'homme. Vous verrez que pratiquement 50 articles de notre Constitution sont consacrés aux droits de l'homme. Et les droits de l'homme sont aussi évolutifs. Nous avons aujourd'hui les droits globaux, les droits de la 4e génération, on parle des droits de la 5e génération. Lorsque notre peuple sera appelé à se prononcer sur toutes ces évolutions-là, ça s'appelle souveraineté. C'est sa souveraineté. Mais vous, de la majorité présidentielle, vous allez proposer quelques questions par rapport à la loi référendaire. Mais je te dis que ce n'est pas limitatif. Demain ou le lendemain, il peut se ressentir des besoins multiples. En France, le mariage était l'union entre l'homme et la femme. Et le peuple consulté au nom de sa souveraineté a dit que tout le monde se marie comme il veut avec n'importe qui. Et les hommes... Non, écoutez-moi bien. Ça signifie que sur toutes les questions, j'ai dit le peuple parce qu'il est souverain, cette souveraineté ne se limite pas au changement de la Constitution. C'est une souveraineté pleine, inconditionnée et illimitée. C'est pour vous dire quoi? Lorsque vous limitez le peuple et sa souveraineté dans le changement de la Constitution, vous le restreignez. Il est plus grand. Alors de quoi il s'agira? Dites-le aux Congolais. Mais la souveraineté,
La souveraineté, elle est pleine. C'est abstrait. Ce n'est pas abstrait la souveraineté. Je vous ai donné l'exemple en France et c'est exprimé parce que... Vous allez demander au peuple congolais de répondre sur quelle matière? Toutes, parce qu'il est souverain. Changer la constitution. C'est une option. Je vous ai dit que c'est l'un des éléments de la souveraineté du peuple. Mais je refuse qu'il soit cloisonné dans cela. Je refuse qu'un souverain, qu'on le prédéfinisse dans une matière, qu'on dise que lui, le peuple, n'est souverain que parce qu'il va changer la constitution. Il n'y a pas que ça. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs autres choses que cela. Le peuple peut se prononcer sur sa justice. Il peut se prononcer sur ses relations internationales. Il peut se prononcer sur les droits de l'homme. Je vous ai dit que ces droits de l'homme sont tellement évolutifs qu'il y a la bioéthique aujourd'hui, la procréation. Et le peuple peut se prononcer sur les droits de la 4e, la 5e génération, comme je vous ai dit tantôt. En France, le peuple s'est prononcé pour que l'homme et l'homme se marient, que la femme et la femme se marient. Ça n'a pas été comme ça. Avant, c'était un État foncièrement catholique où le mariage était une institution divine de l'homme et de la femme. Et parce qu'il est souverain, et la souveraineté, c'est cette puissance absolue, la suprême potestat, qui veut que ce que le peuple a fait, il peut le défaire sans interférence de qui que ce soit. Et c'est donc, nous sommes limités, nous le Parlement, nous nous sommes contentés de faire ce que le peuple nous avait demandé de faire. Il nous a dit que la souveraineté lui appartient et qu'il l'exerce par voie de référendum. Et à nous, il nous avait tout simplement chargé de mettre en place la loi qui va lui permettre d'exercer pleinement sa souveraineté. C'est ce que nous avons fait. Ce que le peuple va faire de sa loi ne nous concerne pas du tout. Voilà, monsieur Isaac Jean-Claude Tshilombaye, l'émission se termine. Votre dernier mot? C'est de vous dire que nous n'avons que ce Congo. Et lorsque nous parlons des affaires d'État, il faut les parler avec tout le sérieux possible. Parce qu'en ce moment précis où vous et moi sommes assis ici, plus ou moins à l'abri, je dis plus ou moins, nos compatriotes dans l'est du pays sont en ce moment précis chosifiés par cette bande Kabila Nanga Kagame, et que la personne humaine a perdu toute sa dignité dans l'est de la République. Le combat que nous devons ensemble tous mener aux côtés du président Tshisekedi, qui est le seul à prouver qu'il a la volonté de travailler effectivement pour la grandeur et l'humanité de ce peuple congolais, c'est celui de nous battre pour que, nous fassions de la paix dans l'est du pays et de la quiétude de nos compatriotes qui sont à Uvira, qui sont à Kamanyola, qui sont à Bukavu, qui sont à Goma, qui sont à Kanyabayonga, que la priorité de notre action soit la paix pour nos populations. Après cette paix, bien évidemment, le président de la République, comme il l'a dit dernièrement à Genève, devant le Forum économique de Davos, il va devoir définir un plan de type Marshall, plan Marshall, pour définir la structure économique du pays, et plus précisément dans la partie est du pays. La construction des routes, comme il le fait dans tout le pays aujourd'hui, des grandes universités, des belles écoles, pour que nous conjuguions définitivement au passé cette barbarie qui s'appelle la guerre dans l'est du pays. Donc, je tiens à saluer la bravoure, l'engagement de nos compatriotes qui sont dans tous ces territoires entachés, tous ces territoires victimes de cette barbarie agressive. Je tiens à les saluer, à leur souhaiter du bon et à les encourager pour qu'ils tiennent bon. Le combat ici qui est engagé par le président Tshisekedi ne s'arrêtera que le jour où leur droit de vivre dans les fers, de vivre en toute liberté et en toute quiétude sera consacré. Vous leur demandez de garder bon espoir à l'issue Bien sûr que oui. Moi, je vous ai rappelé ici qu'il n'y a pas une institution dans ce pays qui s'appelle dialogue. Le peuple congolais a plutôt élu le président Tshisekedi. C'est de lui qu'il attend des solutions à ses problèmes. Et ce président le fait assez merveilleusement bien.
Donc les dialogues n'apporteraient aucune solution. De sorte que, les dialogues, il le fait merveilleusement bien, de sorte que, en 7 ans de mandat, il a construit 7 grandes universités, des universités de rang mondial. En 7 ans de mandat, il a construit jusqu'à 9000 km de routes. En 7 ans de mandat, il a placé 370 ponts sur nos rivières et nos sources d'eau. En 7 ans de mandat, il a augmenté l'accès à l'électricité et à l'eau potable. Tout ça, en 7 ans, mais c'est du réel que vous voyez. En 7 ans de mandat, les enfants pour qui les portes de l'école ont été fermées pendant 40 ans ont eu accès à l'école, et ceux qui étaient perdus ont été en grande partie récupérés pour être recyclés. Aujourd'hui, vous les voyez en train de rendre notre ville propre et en train de produire la nourriture que nos ménages consomment. Et vous les voyez en train de fonder famille et de devenir des citoyens aptes à contribuer au développement du pays. C'est ce président qui, en 7 ans, a pu multiplier par 7 le nombre d'enseignants mécanisés qui ont croupi dans la disette. Ceux qui sont en face de vous parlent des illusions. Ce ne sont pas des illusions. Qui, en 7 ans chez vous, à la RTNC par exemple, où la quasi-totalité des travailleurs étaient appelés NU ou NP, non payés, ont été payés, vous le savez, et que leur salaire a été nettement amélioré, y compris les conditions de travail, même si je ne dis pas que c'est suffisant parce qu'ils continuent de faire. C'est donc de ce président-là que nous parlons, qui construit toutes nos villes aujourd'hui, qui sont en train d'être asphaltées. Lorsque vous allez aujourd'hui à Bouta, vous trouverez... Les médecins et autres sont sans fondement. C'est des réalités de vie normale d'un État. Et la différence entre le président Tshisekedi et les autres, c'est de dire que lorsque les médecins réclament, il les écoute. Il les écoute de sorte que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il y avait une liste de plus de 6000 médecins qui trimaient ici parce qu'ils n'avaient pas accès à leur salaire. Et cette liste a été progressivement épongée, et l'effort constant, c'est de faire en sorte que tout le monde soit payé. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, les grèves, ça existe. Moi, je suis enseignant à l'université, j'étais en grève lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Et depuis lors, il a réglé des problèmes importants de ma vie, parce qu'aujourd'hui, j'ai accès aux soins de santé gratuits, moi et ma famille, ce qui n'a pas été le cas lorsqu'il est arrivé, qui me poussait à gréver, parce que depuis lors, mon salaire a été amélioré, ce qui n'a pas été le cas, bien que je réclame qu'on en fasse plus. Dans tous les pays du monde, les gens postulent toujours à mieux, à plus mieux, au mieux-être. Ce n'est pas que nous arriverons un jour où on va dire, bon, c'est la satiété, c'est fini, maintenant ça va, il n'y a plus de pleurs, ça il faut l'attendre au paradis. Mais ici, il faut définir plutôt, quantifier ce qu'il a réalisé par rapport au temps qu'on nous a fait perdre ici. Des longues années perdues pour rien et pour rien. Aujourd'hui, maintenant, vous pouvez fréquenter nos universités. Je dis bien des universités de rang mondial. À Bunia, à l'IPEN, à Mujmaï, à l'UBTP. Vos collègues professeurs ont tout faux de faire des revendications. Pourquoi pas? Pourquoi pas ils doivent faire des revendications? Ils doivent faire des revendications parce qu'ils doivent toujours postuler à mieux être. Et ça, c'est normal que mes collègues professeurs et moi-même fassions des revendications. Et ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que lorsque ces revendications sont formulées, je suis dedans. Lorsque les grèves sont décrétées, je les observe moi-même. Parce que je continue de demander des droits que j'estime qu'ils doivent être satisfaits. Mais la différence, c'est ce que je vous dis. Désormais, nous avons en face un humain, un président humain, tel que lorsque nous demandons, il écoute et qu'il améliore. Il améliore. Ça ne va pas se faire par un coup de baguette magique pour que nous atteignions le summum. Ça s'est fait progressivement. Voilà, on termine, monsieur le premier vice-président. Le dialogue inter-congolais. Le dialogue, il faut être rassuré, monsieur Simplice, oui, qu'il ne se tiendra pas pour vous. Le dialogue, il se tient parce que les politiciens qui n'ont pas gagné les élections
cherchent à rejoindre le gouvernement, point et trait. Vos salaires, vos emplois, vos logements, vos routes, l'électricité, ça, il faut regarder le seul président que vous avez élu, qui s'appelle le président Tshisekedi, qui est en train de le faire assez merveilleusement bien. Donc, si vous pensez, parce que vous insistez beaucoup, si vous pensez que votre salaire, vos conditions de travail des Congolais dépendront du dialogue que les perdants des dernières élections réclament pour trouver leur place dans les institutions, vous allez déchanter. Donc, moi, je vous garantis que le dialogue que Délice Sanga demande, c'est pour qu'il devienne ministre lui aussi, c'est pour qu'il entre dans les institutions. Soyez-en rassurés. Vous avez entendu qu'un membre de la C64 vous a révélé hier que lorsque nous tenons des réunions, il y a même des gens à qui on a promis d'être vice-ministre, il y en a à qui on a promis d'être mandataire. C'est parce que l'assurance est l'unique objectif pour lequel les gens demandent le dialogue. C'est plutôt comment nous qui sommes là, nous pouvons bouger un peu pour qu'ils trouvent leur place à table. Et ça ne sera jamais pour parler de ma condition d'enseignant. Ça ne sera jamais pour parler de ta condition de journaliste. En tout cas, jamais pour parler de la condition du magistrat. Nous sommes avec toi ici. Le dialogue se tiendra. C'est comme si les prélats de la Cinco et les pasteurs de l'ECC... Mais c'est l'illusion, je dis. C'est l'illusion que toutes ces personnes se font lorsqu'ils pensent que ces individus qui chantent matin, midi, soir, dialogue, dialogue, ils le font pour aller construire des paroisses et des écoles sous la supervision de l'Église. Non, c'est clair que ça sera pour partager le pouvoir. Point et trait. Vous dites ça aussi des prélats de la Cinco et des pasteurs de l'ECC. Mais vous voulez que je dise quoi? C'est ça l'évidence. Donc, ils viendront partager le pouvoir avec les politiques. Mais je vous dis, à Sun City, ils n'ont pas partagé le pouvoir. Lorsque l'Église a exigé d'être, de gérer la CENI, c'était quoi? C'est pas du pouvoir, ça? Est-ce que vous pensez que le président de la CENI, lui, ne roule pas dans des véhicules, n'a pas de maison de l'État, il n'a pas de gros salaires comme tout ce qu'on déplore partout là? Et pourquoi est-ce que l'Église avait réclamé, obtenu de participer à la gestion du pouvoir? Les prélats n'ont jamais géré la CENI. C'était un acteur de la société civile. Mais acteur de la société civile, c'est qu'est-ce qui était prévu dans ça? Malou Malou. Et pourquoi l'acteur de la société civile, vous ne voyez pas que lorsqu'il s'agit de discuter de la nomination de la CENI, c'est les églises qui se réunissent, ils s'entre-déchirent ici. Dernièrement, vous avez vu la Senco avec les confessions messianiques ou des réveils, tout ce que l'on sait. Ils se sont déchirés ici comme des mondains. C'était pour occuper les postes, ce n'était pas pour rien. Et occuper les postes, ce n'était pas pour autre chose, c'est pour gagner l'argent. Voilà, monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilumbaye, l'émission Nouvelle Donne ce soir se termine. Merci à vous d'être venu nous voir ce soir pour apporter vos analyses, vos éclairages sur la marche de notre pays. Sûrement que très prochainement, je reviendrai à vous tant que les Congolais exprimeraient leur désir de vous voir revenir pour apporter d'autres éclairages sur la marche de notre pays. Nouvelle Donne est terminée, réalisée de main de maître par Pierre Mwanda, assisté des Sianzanga, mais complice de tout le temps. Moi, c'est Simplice Divine, Kalunga Kalunga et Kasongo. Merci pour votre fidélité. Bonsoir. Merci.